Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce rendez-vous où nous allons nous intéresser à l'automatisation des processus comptables qui répond à une priorité majeure des directeurs financiers, l'optimisation du pilotage des données et la limitation des risques financiers. Dans le détail, la qualité et l'accessibilité des données financières, la traçabilité des processus de production comptable, l'accélération des délais de clôture ou encore la capacité à répondre aux contraintes réglementaires seront notamment abordées lors de cette émission à travers des retours d'expérience en France et à l'international d'acteurs de différents horizons qui sont réunis autour de moi pour évoquer ce sujet. Olivier Jean, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général délégué de Nickel, c'est le compte pour tous, et vous nous présenterez donc votre point de vue d'un acteur innovant du monde de la finance qui propose un service bancaire en France et à l'international. Patrice Calfon, bonjour. Bonjour. Vous êtes, commissaire aux comptes, actuaire et associé du cabinet Elis Alliance, spécialisé donc dans la gestion des risques qui accompagne les dirigeants d'entreprise. Vous nous apporterez le côté conseil, votre expertise et votre éclairage côté conseil. Enfin, Jean-Baptiste Ozou, bonjour. Bonjour. Vous êtes à l'initiative de ce rendez-vous. Vous êtes en l'occurrence directeur général d'ACA, expert et éditeur de logiciels SaaS de gestion de flux. Vous partagerez votre positionnement d'éditeur par rapport à la thématique que nous allons aborder. Je précise que vous qui nous regardez allez pouvoir réagir et poser vos questions auxquelles nous répondrons tout à l'heure en fin d'émission. Il y a un petit chat qui est disponible sur votre écran. Vous posez vos questions. Elles sont toutes les bienvenues et nous y répondrons donc tout à l'heure, à la fin du sujet. Mais pour le moment et pour justement planter le décor, comme on dit, Jean-Baptiste Ozou, pourquoi en tant qu'éditeur avez-vous choisi cette thématique ? Pour plusieurs raisons. La première, pour expliquer les enjeux majeurs liés à ce thème. Ce sont des enjeux qui sont encore renforcés dans la période actuelle un peu incertaine, liée à la crise de la Covid, bien évidemment. Ouais. Ensuite, pour échanger, partager avec différents acteurs sur les impacts financiers futurs de ces modifications. Et puis, surtout, comment on peut visualiser, modéliser les règles des futures données financières et des risques associés aux données financières. Et enfin, dernier point, ça faisait écho à notre investissement social et sociétal. Nous ne sommes pas uniquement un éditeur, nous ne sommes pas uniquement une société commerciale, mais on propose des actions concrètes pour aider les entreprises, soit à se développer dans leur gestion quotidienne, soit parfois pour gérer ne serait-ce que la survie. D'accord, donc autour de ce thème, on l'a bien compris, nous allons avoir la vision éditeur, la vision conseil et la vision client. Je vais commencer avec vous, Olivier Jean. Est-ce que vous pouvez me présenter avant toute chose, en détail, votre société Nickel ? Avec plaisir. Donc, comme vous le disiez, en fait, c'est le compte pour tous. Donc, c'est une société qui a été créée en 2014, donc très récente, et qui compte déjà quand même aujourd'hui plus de 1,9 million de clients. Voilà, donc un succès qu'on peut mesurer. Ouais. Le concept, en fait, est très simple. Hein. C'est effectivement une des forces de notre proposition, c'est de pouvoir aller chez un buraliste. Donc, on a 6000 buralistes qui proposent le compte Nickel en France. Ouais. Et donc, en 5 minutes, vous pouvez ouvrir un compte, avoir votre carte Mastercard internationale et un RIB, voilà, et qui est prête à fonctionner tout de suite. Aussi simple que ça. Voilà, c'est hyper simple. Et ça marche. Et ça marche très bien. Pour le coup. Alors, quels sont les enjeux d'entreprise auxquels vous devez répondre, vous ? Voilà, donc en fait notre stratégie en fait elle est basée sur 3 aspects. Tout d'abord, effectivement, on continue à offrir ce compte pour tous au plus grand nombre. Voilà, donc avec un objectif d'avoir 4 millions de clients en France d'ici 2024. Deuxième gros axe, ça va être devenir international. Voilà, je vais y arriver. C'est mieux, c'est plus facile comme ça. Internationaliser. Voilà. Voilà, donc on a ouvert effectivement notre première succursale en Espagne l'an dernier avec un objectif de se déployer d'ici 2024 sur 7 filiales en Europe. Et le dernier aspect, c'est effectivement toute la partie fiabilisation des données, industrialisation de nos processus, voilà, donc sur lesquels typiquement les sujets d'automatisation nous intéressent au plus haut point. Ben justement, alors très concrètement, en quoi Nickel est intéressé par cette automatisation, ce pilotage des données concrètement, ça a quel intérêt pour vous ?
En fait, pour moi, on est en train de construire notre système, notamment pour notre déploiement à l'international. Ouais. Et le fait d'automatiser, on va avoir effectivement des enjeux au niveau de la gestion des coûts, mais également aussi sur le renforcement du pilotage de la société, donc standardiser, industrialiser nos processus pour s'internationaliser. Voilà. Très bien. Vous l'avez passé parfaitement là. Hein. Oui. C'est pas facile à dire, hein, internationaliser. C'est pas évident. Je me tourne vers vous, Monsieur Calfon, pour évoquer donc les nouveaux enjeux des directions financières. Vous, avec votre position de conseil en matière de pilotage de données, la gestion des risques financiers. Quels sont les principaux enjeux, les besoins des directions financières que vous allez accompagner avec votre cabinet Elis Alliance? Écoutez Miguel, les enjeux sont multiples bien évidemment pour les directeurs financiers et ma volonté ici, ce n'est pas de les parcourir tous. Néanmoins... On a le temps, hein. Certes, mais néanmoins, on va se focaliser sur quelques sujets. Je pense que le premier enjeu, et je pense que l'enjeu le plus important, c'est le pouvoir de conviction des directeurs financiers vis-à-vis, d'une part, de leurs actionnaires, d'autre part, leurs banquiers, et enfin, les agences de notation, pour ceux qui sont notés. Ouais. Pouvoir de conviction, parce qu'en fait, c'est à travers cette conviction qu'ils vont pouvoir animer, faire comprendre l'importance de leur société et l'impact qu'elles ont sur les marchés. Bon, force est de constater que la crise actuelle sanitaire a rendu les enjeux financiers encore plus prégnants, hein, et donc ça a renforcé aussi la dimension et l'importance des directions financières. Et la résilience de l'entreprise repose sur sa communication financière et l'anticipation des risques futurs. Par ailleurs, les 10 dernières années, et vous le savez aussi bien que moi, Miguel, ont vu la manifestation de nombreux événements. Au-delà de la crise sanitaire, l'économie mondiale a dû faire face à la crise financière de 2008, à un certain nombre d'évolutions normatives, IFRS 16, 39, 9, 4, 17, j'en passe. Dans le détail, ça veut dire quoi très concrètement ? C'est des normes qui visent à améliorer la communication financière au niveau des pratiques internationales et harmoniser cette communication financière. D'autre part, un certain nombre de renforcements prudentiels. Hein. On peut noter BAL 2, avec les principes renforcés maintenant ICAP et ILAP sur le minimum de capital et un maximum de liquidité. C'est la solvabilité, c'est ça, hein. Alors c'est la solvabilité, mais c'est aussi la liquidité. Aussi. S'assurer de la liquidité, parce qu'on ne meurt jamais de sa solvabilité, on meurt toujours de son défaut de liquidité. Là on voit le conseil. Hein. Et deuxième élément, solvabilité 2 pour les assureurs. Bon, bien évidemment, je ne souhaite pas ici être exhaustif, hein, mais dresser un panorama du monde finance aujourd'hui et de demain ne serait pas envisageable. Je pense qu'aujourd'hui, l'ensemble de ces normes et la diversité des acteurs complexifient énormément l'environnement du directeur financier. Justement, très concrètement, quels sont les enjeux métiers du directeur financier ? Je pense qu'aujourd'hui, un bon business plan a encore plus de valeur qu'il n'en avait encore hier. Et notamment, pourquoi ? Parce qu'on en achète aujourd'hui pour les directions financières le potentiel futur. Et ce business plan représente justement ce potentiel futur avec une visibilité de l'activité, des résultats futurs qui a un attrait majeur pour les investisseurs. Ainsi, les marchés achètent plus le potentiel que l'historique. Ouais. Prenons les exemples des GAFA, Tesla plus récemment et les performances sur les marchés. Je vois, Jean-Baptiste Ozouk, vous abondez dans le sens de ce qu'est en train de dire Patrick Calfon. Tout à fait. Et en plus, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est libérer du temps pour la direction financière, ou pour les directeurs financiers, pour qu'ils puissent analyser les données et faire d'autres éléments que simplement traiter de la data. Et en gros, aller vers des tâches à plus forte valeur ajoutée sur la production d'état financier. On revient au principe de contrôle, de qualité et de productivité des données financières. Donc, l'enjeu majeur, redonner du temps pour faire de la stratégie aux directions financières. C'est une des vertus de l'automatisation. Exactement. On va continuer à en parler. Je vous redonne la parole, Patrice. Écoutez, je ne saurais aller plus abonder dans ce sens. Hein. La présentation des états financiers et la communication financière sont clés au regard de l'obtentieux aussi actuellement des prêts garantis par l'État, les PGE, les fameux PGE, et des aides de l'État. Enfin, en tant que commissaire aux comptes et actuaire, je ne saurais trop rappeler en fait l'importance de la piste d'audit
pour répondre aux obligations fiscales et aux attentes de contrôle interne, qui sont des attentes majeures dans ce monde un peu secoué, on va dire. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Très concrètement, Olivier Jean, pour Nickel, comment se traduisent ces enjeux de pilotage des données ? Voilà, donc comme je disais, effectivement, on est en train de construire notre solution, notamment pour l'internationalisation. Ça sera votre cheval de bataille du jour. Hein. On va travailler dessus, Olivier, vous inquiétez pas. Voilà, donc en fait, au-delà de cet aspect international, effectivement, ça va être un enjeu pour nous pour accompagner le business. Voilà, donc en fait, le pilotage des données, c'est crucial, notamment dans des environnements qui vont très très vite. Voilà, on se déploie à l'international avec un rythme relativement soutenu. On offre de nouveaux services à nos clients, voilà, également sur un rythme très soutenu. Et donc, il faut qu'on arrive à adapter nos systèmes d'information et donc tout notre pilotage. Voilà, donc Patrice parlait des business models et effectivement il faut qu'on arrive à pivoter de manière très rapide, voilà, dans un esprit d'agilité. Et effectivement, voilà, l'exemple de la crise sanitaire cette année nous a montré qu'effectivement il faut qu'on puisse se remettre en question et avoir les outils pour piloter, pour savoir effectivement voilà dans quelle direction est-ce qu'on continue sur la stratégie adoptée ou est-ce qu'on change de stratégie pour s'adapter et réagir à un marché qui est très incertain. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous devez être très réactif. Exactement, voilà. Et grâce à ces outils, vous pouvez justement l'être plus facilement. Si je résume un petit peu. Hein. Je me retourne du côté conseil, Patrice Calfon. Si on aborde maintenant la gestion des risques financiers, quel retour de votre côté vous pouvez nous faire sur les préoccupations des dirigeants d'entreprises que vous accompagnez avec Elis Alliance ? Écoutez, Miguel, je pense que les risques financiers n'ont jamais été aussi importants avec la financiarisation de l'économie. La fraude est devenue plus simple qu'avant avec la maîtrise des techniques financières qui sont maintenant devenues à portée un peu de tous. Ouais. On peut citer des sujets autour de la cavalerie, les chaînes de Ponzi, la dissimulation d'opérations à effet de levier dans des véhicules déconsolidants. On peut citer la création de titres basés sur des actifs de mauvaise qualité et liquides. Ce sont quelques exemples des risques encourus sur la dernière décennie avec des crises bien connues. Je n'en citerai pas les acteurs ou les sociétés dont ils sont originaires. Ne dénoncez personne. Ce n'est pas l'objectif. Les mécanismes de contrôle de plus en plus lourds ont beau tenter de limiter l'inventivité sans borne des créateurs d'une finance de l'ombre. Cela ne l'empêche pas malheureusement. Vous pouvez nous donner des exemples de ces réglementations qui justement ont un impact direct sur les directions financières ? Oui, un certain nombre de réglementations. Je commencerai par la plus connue, qui est la LCBFT, c'est-à-dire la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, sur lesquelles les réglementations sont de plus en plus strictes, et les réglementations ont été développées relativement récemment. Une évaluation toujours plus pointue des risques de défaut ou de contrepartie, notamment, avec la mise en œuvre de l'IFRS 9, réglementation complexe, coûteuse à mettre en œuvre avec des modèles toujours plus fins, s'appuyant sur des paramètres ultra techniques, les notations, les LGD, les EAD, enfin je passe tous ces acronymes, qui visent justement à mieux maîtriser, j'allais dire, le défaut futur des principaux acteurs chez qui on a déposé ou placé de l'argent. Voilà. Enfin, on pourrait évoquer la rapidité demandée pour produire l'information financière, qui fait peser un risque sur son acuité dans un monde qui change si rapidement. Déjà produite, déjà communiquée, cette information est déjà dépassée parce qu'elle elle est relative déjà au passé. Bien sûr. J'imagine qu'avec vos outils, vous devez justement être au fait de tout ça, Jean-Baptiste. Mais pour le moment, je voudrais voir concrètement comment ça se passe de votre côté, Olivier Jean, chez Nickel. Comment se traduisent ces préoccupations, justement, qui sont liées à la gestion des risques financiers? Chez vous, c'est capital. Oui, bon, effectivement, on est un établissement de paiement, donc à ce titre-là soumis à une bonne partie des réglementations que Patrice vient d'évoquer. Voilà, donc pour nous, l'enjeu, effectivement, c'est d'arriver, encore une fois, dans cette optique internationale, d'arriver à construire en fait un corps modèle, un corps modèle en bon anglais, solide, fiable, sur lequel on puisse appuyer. Puis ensuite, après, prendre en compte toutes les réglementations locales. Voilà, entre la France et l'Espagne, on a effectivement la même réglementation européenne, mais avec des petits points de détail qui
qui font que voilà, ça nous donne un petit peu de piment dans nos opérations de jour le jour. Voilà, que ce soit sur des sujets sur lutte contre la fraude, le blanchiment, contre le terrorisme. Voilà. Ensuite, après, le deuxième risque qu'on a, ça va être effectivement fiabiliser l'information financière. Et à ce titre-là, effectivement, en termes de délai, c'est des enjeux capitaux pour nous. Voilà, on fait partie d'un grand groupe, BNP Paribas pour ne pas le citer, avec des deadlines de reporting voilà, qu'on doit respecter. Bien sûr. Et c'est dans ce sens-là que les outils de type voilà, Easy d'ACA qu'on a mis en œuvre l'an dernier nous permettent de réduire nos délais de clôture et de répondre à ce risque-là de fiabilité de l'information financière. Et le dernier sujet capital pour nous, c'est effectivement tout ce qui va être protection des données, où effectivement, voilà, une de nos craintes majeures, c'est une fuite de données qui exposerait les données de nos clients bancaires sur l'Internet. Voilà. Avec le cloud, c'est compliqué. Vous vouliez réagir, Patrice ? Oui, rajouter effectivement, pour faire écho à ce que tu dis, finalement, un petit propos sur la RGPD et notamment cette réglementation pan-européenne qui fait si peur à un certain nombre de gens parce qu'elle oblige à avoir une meilleure gestion des données individuelles et personnelles. Et ça, c'est aussi ces enjeux de réglementation et ces enjeux autour des risques aujourd'hui qu'encourent les directions financières. On a vu ensemble déjà les enjeux donc du pilotage des données et la gestion des risques financiers. J'aimerais maintenant qu'on aborde les réponses qui peuvent être apportées justement par l'automatisation de ces processus comptables. Je m'adresse à vous trois, vous pouvez bien sûr réagir. Patrice, je vous donne la parole au premier chef. Avec vous, on va peut-être connaître les réponses à apporter à court et moyen terme déjà, soyons dans l'actualité, sur l'automatisation des processus comptables. Alors, l'accélération d'une production d'informations financières de qualité est désormais un vecteur de survie et au-delà de celui du vecteur de la croissance. Pour pouvoir, d'une part, mieux anticiper, pour pouvoir vendre sa société au bon moment et au meilleur prix, pour pouvoir négocier des prêts ou des garanties avec des agents financiers, pour discuter avec ses banquiers, ses assureurs. D'ailleurs, les assureurs, ces derniers, ont un rôle clé et sont souvent oubliés pour émettre des titres de capital, actions ou des titres de dette obligataires au bon moment, en profitant au mieux de la volatilité des marchés. Dieu sait qu'ils sont volatiles en ce moment. Ouais. Pour n'omettre aucun élément saillant du business et qui permettrait d'avoir une bonne appréhension pour les investisseurs des effets différenciateurs de l'entreprise, pour se benchmarker par rapport à la concurrence, pour pouvoir choisir entre de la macro ou de la micro-couverture, entre l'auto-assurance ou l'externalisation de ses risques. La bonne maîtrise de ces chiffres comptables et leur anticipation, le business plan et le plan à moyen terme, sont effectivement, des éléments majeurs dans la gestion du business et dans l'anticipation des activités. Avec cette automatisation, on doit pouvoir tout anticiper. Jean-Baptiste Auzou, je me tourne donc vers vous. En tant qu'éditeur de solutions SaaS spécialisé dans la gestion des flux, quels sont donc les bénéfices de cette automatisation des processus comptables? Les bénéfices, ils sont majeurs, ils sont très importants, surtout pour nos clients, bien évidemment, et pour les conseils qui les accompagnent, notamment dans le contexte qu'on a déjà évoqué de triple réponse, un contexte de survie de l'entreprise. Encore plus majeur aujourd'hui, bien évidemment, un contexte de développement, que ce soit un développement international comme chez Nickel ou de développement sur certains marchés, pour étendre ses potentiels, bien évidemment, voire des fois pour diminuer ses risques et diminuer son exposition sur un marché. Et puis un contexte que Patrice a également évoqué, un contexte réglementaire, un contexte également de valorisation d'entreprise. Et là, on a besoin de chiffres très fiables en termes de données financières et même en termes de prévision, c'est-à-dire d'anticipation. Donc pour gérer tout ça, on a besoin de disposer de services et de solutions qui permettent de limiter les risques financiers et qui permettent de piloter au plus juste les données financières de l'entreprise. D'autant plus que les masses de données sont maintenant gigantesques. On parlera peut-être avec Olivier tout à l'heure, mais c'est plusieurs millions, voire plusieurs milliards de données qui doivent être traitées, analysées globalement. Après, on a des applications très concrètes du sujet. Patrice évoquait les risques de fraude.
la fameuse LCBLT, voilà, la lutte contre le blanchiment et le terrorisme, c'est un point majeur. Aujourd'hui, on propose des solutions qui permettent de contrôler, d'identifier les paiements que l'on fait. On va le compléter avec des processus qu'on appelle des validations 4 yeux. En gros, c'est des validations entre la machine et l'humain à plusieurs personnes pour permettre des paiements internationaux ou des paiements domestiques totalement sécurisés. Donc voilà. Donc on a des applications très concrètes. Pour nous, au-delà de la performance des solutions, il faut surtout accélérer l'analyse que l'on en fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire les prises de décision, elles doivent être très rapides, mais il faut laisser le temps de l'analyse pour ces prises de décision. Il faut laisser le temps de permettre d'avoir un recul stratégique sur la position et donc de l'adaptation au contexte. Et ça, c'est majeur. Et donc, il faut avoir des outils qui vont très vite dans le traitement des données pour laisser le temps à ces éléments-là. Donc, il s'agit pour nous de donner à nos clients des solutions et des services qui sont adaptés pour fournir les analyses statistiques. Par exemple, des prévisions de trésorerie à moyen long terme. C'est un élément majeur de liquidité. Patrice l'a évoqué. Le risque de liquidité est majeur, donc il faut pouvoir l'anticiper. On peut imaginer aller encore plus loin, c'est-à-dire de partager des données entre acteurs économiques qui permettraient de benchmarker les acteurs économiques entre eux et d'anticiper encore plus fortement les prévisions. Sachant que ça vous intéresse, hein, cet élément, en tout cas dans votre travail, vous bossez 24 heures sur 24 avec tout ce que vous avez à faire là. Presque. Olivier Jean, on revient aux bénéfices clients. Vous êtes le client, nickel. Quels sont les bénéfices que vous pouvez tirer très concrètement de cette automatisation donc des processus comptables? Le premier bénéfice pour nous directement, effectivement, c'est de pouvoir appréhender des volumétries impressionnantes. Voilà, on parlait de milliards de transactions, donc on a fait 1 milliard de transactions l'an dernier en 2020. Voilà, donc ça, si on n'a pas des outils adéquats pour traiter ce volume d'informations, voilà, on perd le pilotage de la société et des opérations clients. Voilà. Typiquement, s'assurer que un paiement est bien arrivé chez nous en comptabilité, qu'on va retrouver sur le relevé bancaire, c'est typiquement ce que les outils d'ASA nous permettent de faire. Sur des volumétries très importantes comme je l'expliquais. Ensuite, après, du fait qu'on arrive à fiabiliser ces informations pratiquement en temps réel, ça nous permet justement de gagner en termes de délai de clôture des jours. Enfin, voilà, on a gagné sur une année plus de 6 jours sur le délai de clôture. Donc les directeurs financiers qui m'écoutent apprécieront la valeur de ce nombre de jours gagnés. Voilà. Et le dernier point, effectivement, c'est toute la partie time to market. Effectivement, on est dans des environnements qui bougent beaucoup et le fait de pouvoir ajouter de nouveaux services, de nouvelles offres, de nouveaux pays, il faut qu'on le fasse en quelques mois et pas en quelques années comme ce qu'on pouvait faire auparavant. Et donc c'est là-dessus que je pense que tous les systèmes sur le cloud nous permettent justement d'accélérer ce déploiement, que ce soit des services ou de nouveaux pays. Et c'est des choses qu'on trouve effectivement avec les solutions ACR. J'ai l'impression que ces solutions vous apportent de la sérénité et du temps en plus pour faire autre chose. Oui, tout à fait. J'ai une clôture 2020 qui a été beaucoup plus sereine que celle de 2019. Et vous savez quoi, je suis sûr qu'à l'avenir, ça sera encore mieux. Je me tourne vers vous, Patrice Calfon, mais si on se projette à plus long terme, tous ces process, ces automatisations, quelles vertus elles vont avoir ? Écoutez, d'abord, en préambule, c'est quand même très difficile à l'heure actuelle de se projeter à très long terme. Hein. Soyons fous. Soyons fous. Écoutez, nous sommes entrés effectivement dans une nouvelle ère où il ne va plus s'agir seulement de piloter l'entreprise, mais aussi d'avoir une vision de long terme. Et cette vision de long terme n'est pas facile, comme vous le savez aujourd'hui. Une vision de long terme dans un environnement, force est de le constater, totalement incertain. Pour ce faire, aujourd'hui, un grand nombre d'acteurs ont recours à des modèles les plus compliqués pour gérer justement cette incertitude, ce qu'on appelle des modèles risque neutre, des modèles stochastiques, bayésiens. Tous ces modèles sont devenus monnaie courante sur des marchés financiers, pour des banquiers ou pour des assureurs. Ils visent à modéliser effectivement l'incertain à travers des simulations probabilistes. Il s'appuie sur des statistiques du passé
pour tenter de prédire l'avenir, chose qui n'est pas toujours évidente. Pour cela, à nouveau, il faut des données précises, de qualité, qui permettent justement de valider ces modèles et surtout de les étendre. Les systèmes donc qui vont permettre cette collecte de données et surtout ces traitements doivent être en capacité de certifier ces données afin de garantir justement la robustesse de ce modèle et de valider ses prédictions futures. Restons dans les prédictions futures. Jean-Baptiste Auzou, à long terme, qu'est-ce que cela implique, toute cette automatisation pour un éditeur que vous êtes ? Des changements importants, parce qu'aujourd'hui, on le voit bien, on est à un moment peut-être charnière, peut-être encore plus qu'en 2008. On a besoin de faire des prévisions sur tous les domaines de l'entreprise, et notamment sur les prévisions financières, bien évidemment. Et donc pour nous, la mise à disposition des données financières, c'est un prérequis. C'est un élément de base qui va permettre aux entreprises d'analyser et d'anticiper. Mais pour nous, on doit aller plus loin, parce que ce qui est réalisé aujourd'hui, comme Patrice l'a dit, c'est une analyse sur des données du passé. Or, on s'aperçoit aujourd'hui que c'est fou. Oui, mais les données du passé, elles sont pas forcément reproductibles. C'est ce que je pense, oui. Pour le coup, si on prenait les données du présent, ça serait déjà un peu mieux, non ? Ce serait un peu mieux, mais alors si on pouvait anticiper, ce serait encore extraordinaire, parce que les données du passé, finalement, elles reflètent, elles sont pas reproductibles. On le voit bien avec la crise du Covid. Comment anticiper la crise du Covid ? Personne ne pouvait. Et donc, il faut mettre en place, et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. On réfléchit à des systèmes où on va proposer la génération d'opérations financières. En gros, c'est ce qu'on fait, mais on va aller plus loin. On va aller avec des systèmes de robotisation ou de machine learning. Alors c'est des termes un peu compliqués, mais qui expliquent que, en gros, on est capable, à partir de ce qui se passe au quotidien, de générer des règles qui vont nous permettre de donner de l'information financière à la société. Si je traduis, vous apprenez à la machine à comment interpréter les données que vous avez recueillies. Exactement. La machine apprend au quotidien les données que l'on recueille, et elle en détermine des règles qui vont lui permettre de donner de l'information financière. Alors après, on a le droit d'aller plus loin, Miguel. On a le droit de rêver un peu. Vous êtes tous d'accord, on peut rêver ? Il faut toujours rêver. Alors rêvons. Alors dans ces cas-là, il faut aller sur ce qu'on fait sur certains éléments métiers déjà, sur l'intelligence artificielle. Mettre en place des solutions d'intelligence artificielle qui permettent là, à ce moment-là, d'identifier des signaux sur le marché, des évolutions de marché, des évolutions de crise, d'anticiper pourquoi pas une stratégie d'entreprise ou de modéliser une stratégie d'entreprise, voire même des événements extérieurs, l'entrée de nouveaux concurrents sur le marché, etc. Donc de permettre une modélisation de tout ça grâce à l'intelligence artificielle qui va définir des nouveaux modèles et donc définir des nouvelles prévisions de données financières qui aideront les entreprises à prendre des décisions stratégiques. Si je résume, vous voulez maîtriser les machines et l'intelligence artificielle. À un seul but, on ne veut pas le maîtriser intrinsèquement, on veut le maîtriser pour permettre aux entreprises de définir et de déployer leur stratégie. Olivier Jean, ça vous parle, tout ce qu'on vient d'évoquer? Concrètement, qu'est-ce que ça peut donner à l'avenir, pour votre avenir, pour Nickel? Alors concrètement pour nous, effectivement cette année, l'année 2020, c'était vraiment la construction de notre socle, et là on se projette sur 2021, typiquement avec des algorithmes de machine learning, notamment pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment. Donc ça c'est des choses qu'on commence à tester. On a fait quelques prototypes et qui sont très encourageants, parce que ça nous permet de réduire par exemple le taux de faux positifs de plus de 50%, donc avec des gains de productivité énormes à notre niveau, et effectivement une précision vraiment accrue et une pertinence sur les déclarations de soupçons qu'on pourrait faire à Tracfin. Donc ça c'est un effet qu'on voit. C'est du futur, mais très très proche. Donc c'est vraiment des choses qu'on est en train de regarder tout de suite. Et ensuite, après, effectivement, c'est toute la partie modélisation dont on parlait qui, encore une fois, pour arriver à réagir dans des environnements très très bousculés, très chahutés, et arriver à piloter le business de manière très opérationnelle, au jour le jour, avec l'incertitude qu'on connaît surtout en ce moment, et pouvoir prendre les décisions rapidement dans les meilleures conditions. J'ai tout compris.
Ça veut donc dire que vous avez été parfaitement clair, messieurs. On va pouvoir... J'espère. Mais franchement, c'était très clair. J'espère que c'était clair pour vous qui nous regardez. On va passer maintenant à la partie questions-réponses, hein, comme convenu. Vous avez pu poser vos questions sur le chat, sur vos écrans. Des questions sont arrivées. Notamment cette question, on a évoqué les solutions SaaS. Pourquoi privilégier ces solutions, par exemple, chez vous, à Nickel, Olivier Jean? Pour nous, c'est bon. Je dirais d'origine, en fait, voilà, étant une fintech, on est né dans le cloud, je veux dire, de manière assez native. Ouais. Et en fait, les gros avantages qu'on a au niveau de ce type de solution, c'est la scalabilité, c'est-à-dire qu'effectivement, voilà, on peut passer de 0 à 2 millions de clients en quelques années avec un investissement sur la partie infrastructure relativement limité et modeste. Ouais. C'est quelqu'un qui s'en occupe pour nous et qui le fait très bien pour nous. Ce qui nous permet aussi de faire des projets très rapides. Effectivement, là, on a mis en place le premier lot, je dirais, en moins de 6 mois. Donc, c'est-à-dire qu'on a construit un ERP avec toute la partie gestion des flux en moins de 6 mois, ce qui est quand même quelque chose de très rapide par rapport aux standards du marché sur des solutions on-premise. Voilà, donc en fait, ça, c'est vraiment les deux éléments qu'on regarde. Les risques qu'on a là-dessus, en tout cas, mais je pense que c'est aussi c'est des solutions nouvelles sur la partie sécurité. C'est en général des choses qui font beaucoup peur. Voilà, où sont stockées mes données. Donc, typiquement, dans le monde bancaire, on essaye qu'elles soient vraiment stockées en Europe. On n'aime pas trop qu'elles soient stockées dans les GAFA aux États-Unis. Voilà, donc il y a tout un aspect réglementaire, juridique sur lesquels on est très vigilant, et pour lesquels en fait on arrive à trouver des solutions. Voilà. Et donc en fait, ce qui fait qu'aujourd'hui l'ensemble de notre écosystème fonctionne sur du SaaS. Le SaaS, justement, un outil en tout cas utilisé. J'ai une question sur la fusion de 3 mutuelles qui ont justement utilisé ce process. Pourquoi et qu'est-ce que ça leur a apporté? Effectivement, c'était 3 mutuelles qui se rapprochaient avec des systèmes d'information qu'on dit on-premise, c'est-à-dire installés dans l'entreprise et non pas en cloud. Et en fait, ils fusionnaient 3 systèmes. Donc ça veut dire concrètement des fusions de 3 bases clients, de 3 bases contrats avec la redondance d'informations qu'il peut y avoir dans ces éléments-là. Ouais. Donc c'est un très gros travail. Le cloud apporte une grande souplesse d'utilisation, c'est-à-dire qu'on n'est plus soumis à un système qu'il faudrait administrer localement. Ouais. On peut il est administré par des sociétés extérieures, en l'occurrence par nous. Et la mise à disposition de ces éléments-là fait qu'on a un time to market qui est beaucoup plus efficient que en solution installée localement. Quand on arrive à mettre en place des solutions en 6 mois. Alors, c'est pas que l'outil, parce qu'il y a la performance des équipes du client et des équipes conseils qui sont autour, mais ça contribue énormément à l'accélération des projets globalement. Ouais, en fait, on peut se consacrer sur la partie business métier plutôt que de s'occuper des aspects technologie, alors qu'ils sont importants, mais en tout cas sur lesquels on est en confiance avec les partenaires qu'on sélectionne. Autre question pour vous, Olivier Jean. Quel choix technologique et d'organisation avez-vous fait pour vous développer à l'international? Alors, d'un point de vue techno, en fait, on a notre core banking system, voilà, donc qui est le système qui va gérer toutes les transactions bancaires de nos clients qu'on a développé en interne, voilà, donc qui est pour le coup sur une solution on-premise, enfin en tout cas voilà. Et ensuite après, on a construit autour de ça, notamment notre système comptable en mode sur des solutions cloud, voilà, donc avec ACA pour toute la partie flux et Oracle sur la solution comptabilité. Voilà, donc ça c'est en fait la manière dont on a designé notre système et qui nous permet justement ensuite après de définir, comme je disais, un corps modèle et ensuite après de faire des variantes sur ce corps modèle par rapport aux spécificités qu'on va avoir dans les pays et notamment sur des spécificités réglementaires. Voilà, en termes d'organisation aussi, on peut avoir des organisations un petit peu différentes, mais ça va être essentiellement les aspects fiscaux et réglementaires qui vont faire qu'on va customiser, donc adapter le système standard qu'on a défini aux spécificités locales. La vision conseil, Patrice Calfon, sur ce que vient de dire Olivier Jean? Oui, je pense qu'en fait, on parlait de scalability, c'est-à-dire d'ajustement, de sizing, du système d'information. Je pense justement que le SaaS permet ce sizing, d'une part. D'autre part, l'accès à distance, quel que soit le pays, quel que soit le fuseau horaire, quel que soit le lieu, quel que soit l'individu, permet aussi, j'allais dire, une souplesse d'utilisation. Enfin, à travers un système sécurisé, des mots de passe, etc., on peut aussi valider les accès et sécuriser les accès sensibles aux systèmes, notamment financiers.
On a vu ensemble tous les avantages qu'on a attirés de cette automatisation des processus. Permettez-moi d'être le poil à gratter quelques instants en vous posant cette question avec un peu de recul. Est-ce que cette automatisation, tous les trois, ne va pas impliquer aussi un côté plus rigide des process? Est-ce qu'on n'a pas à craindre que les choses deviennent trop rigides? Je commence par vous, Jean-Baptiste Auzou. On est dans un contexte parfois réglementaire assez fort. Donc le côté rigide est là, est présent. Maintenant, l'intérêt de nos solutions, c'est justement de rendre un peu moins rigide, de redonner de la souplesse à une organisation, justement sur l'analyse de la donnée ou sur le temps qu'on gagne à traiter les éléments pour évoquer les sujets stratégiques. Et donc, l'objet, c'est de gommer cet aspect rigide qui de toute façon existe au maximum pour redonner énormément de souplesse en termes de business aux sociétés. Patrice Calfon. Si vous me permettiez un petit jeu de mots, Miguel, je dirais pas rigide, je dirais rigoureux. C'est pas tout à fait la même chose. C'est mieux. En tout cas, c'est plus précis sur le besoin qu'on a dans ces domaines-là. C'est-à-dire d'avoir une information de qualité, d'une part, qui est saisie dans les temps, avec, on parlait tout à l'heure de pistes d'audit, cette rigueur et ce time to market sont très importants pour les métiers financiers, comptables et autres. C'est donc cette rigueur qu'il faut privilégier. D'autre part, un aspect important, comme l'évoquait Jean-Baptiste, c'est que ça redonne le pouvoir aux opérationnels de traiter l'information. Autre question pour vous qui nous arrive sur le chat, Olivier Jean. Quel a été l'effort projet de votre côté pour gagner les 6 jours de délai de clôture? Pas évident, hein? Alors en fait, on a profité de la mise en place de ces outils-là pour revoir tous nos process. Donc, je pense que c'est ça le mot. Refonte globale. Voilà, en fait, on a refondu, on a changé, on a jeté entre guillemets à la poubelle l'ancien système. On en a profité pour revoir tous nos processus. Bien. Courageux. En tout cas, pour moi, c'était en peu de temps, parce que vous avez commencé, vous l'avez dit, la banque existe depuis peu, et vous avez d'ores et déjà décidé de faire une refonte globale. Exactement. En fait, voilà, on a pris un choix stratégique il y a un peu plus de 3 ans de redévelopper en interne notre core banking. Et ensuite, voilà, la partie comptabilité est arrivée un petit peu sur la fin. Donc, en fait, c'est le projet qu'on a mené l'an dernier, qu'on a démarré mi-2019 et qu'on a fini sur un premier jalon janvier 2020. Et ensuite, après, on a basculé le reste de la comptabilité client à peu près un petit peu avant l'été. Voilà, donc et je dirais, alors c'est un projet qu'on a mené de manière très rapide. Alors je pense qu'effectivement le fait d'avoir des bonnes équipes, Jean-Baptiste t'en parlait, c'est primordial. Pour réussir des projets dans ces délais-là, il faut avoir des équipes qui travaillent très bien ensemble. Et typiquement le fait de pas se préoccuper des aspects techniques et de se concentrer sur le business, et donc en fait de faire une équipe avec un intégrateur, un éditeur et des parties métiers, typiquement les équipes finance, comptable ou contrôle de gestion, c'est le trio gagnant qui a fait qu'on a pu déployer de manière très rapide ce projet, tout en revoyant nos processus, donc nos manières de faire, parce qu'effectivement, un changement d'outil, ça change la vie du comptable au jour le jour. Il faut s'adapter. Voilà. Donc ensuite, après, effectivement, il y a une phase de post-go live où il faut s'adapter de post-go live, donc en français, après la mise en prise. Après la mise en œuvre, après le démarrage de l'application. Olivier, on avait dit avant ce direct que les anglicismes étaient bannis de ce plateau. Je réengage. Du coup, voilà, donc après la mise en œuvre, la mise en production, voilà, on a toute une phase d'accompagnement du gestion du changement, voilà, avec des formations, des piqûres de rappel, des choses comme ça qui font que, c'est pas parce qu'on a mis en place l'outil que ça s'arrête là. Il y a en général une phase de fiabilisation qui pour nous a duré à peu près 4-6 mois, on va dire, voilà, donc, et qui s'est traduit in fine par une clôture comptable, comme je disais, de manière très sereine sur 2020. Voilà. Et vous avez gagné les 6 jours. Et on a gagné les 6 jours. Bravo. Quand on dit on a gagné les 6 jours, en fait, on a gagné notamment en qualité. C'est-à-dire qu'on reportait les chiffres toujours dans les délais. Parce que, bien sûr. Typiquement, en conso, au niveau d'un groupe côté, il y a des délais respectés. On peut pas s'y soustraire. Et là où on a vraiment gagné, c'est en termes de fiabilité. Donc, c'est-à-dire qu'on fait les contrôles, je vais dire encore en anglais, as we go, en faisant les opérations. Question pour tous les trois. Vos projets, à chacun, objectifs et projets à venir. Pour vous, Jean-Baptiste Auzou.
continuer à fournir des solutions performantes et puis ensuite aller vraiment vers l'automatisation des process, le RPA, le machine learning, et essayer d'intégrer au maximum de l'intelligence artificielle dans ces process pour continuer à gagner en fiabilité de données, pour proposer des modèles sur des prévisions qui permettront à des sociétés en plein développement ou qui risquent leur survie de disposer de très très bonnes prévisions globalement. De s'appuyer sur vous. Tout à fait. On est bien d'accord. Patrice Calfon, de votre côté, le côté conseil, toute cette automatisation change peut-être votre façon d'aborder votre travail et de travailler avec vos clients. Ouais, tout à fait. Enfin, je pense que l'automatisation est clé aujourd'hui dans tout le processus financier. Automatisation, déjà, on parlait modélisation, c'est un peu le cœur de notre métier également. Ouais. On est des actuaires, donc on est les rois des modèles par définition, j'allais dire, ou en tout cas par attribution. Les champions de l'analyse. Champion de la projection, on va dire. Champion de la statistique et de la probabilité. Ouais. Mais au-delà de ça, et là je prends le deuxième hémisphère de mon cerveau, on est également des comptables, donc on a aussi cet impérium de rigueur et de fiabilité qui fait que, j'allais dire, les solutions apportées aujourd'hui par cette automatisation vont changer notre approche des travaux d'audit, vont changer notre approche de la constitution de ces modèles, vont changer également donc notre façon de travailler. Je dirais également que au travers de cette automatisation, on va être plus productif et on va pouvoir être plus proche de nos clients dans le conseil, et nos clients seront probablement plus à l'écoute des solutions novatrices qu'on sera susceptible de leur proposer. Votre client potentiel, il est juste à votre gauche. Du côté de Nickel, Olivier Jean, objectif projet pour vous? Outre l'aspect international, en fait, je vais revenir effectivement sur la partie processus. Donc on a fait effectivement un gros travail sur la partie finance de revue des processus. Et la partie automatisation, en fait, est très intéressante là-dessus, parce qu'en fait, pour automatiser, il faut comprendre et maîtriser ces processus. Donc c'est là où je reviens sur le concept de rigueur que Patrice tu donnais. Donc ça nous permet de vraiment maîtriser nos processus, nos process, donc de gagner, et avec tous les effets bénéfiques dont on a parlé tout au long de la session. Donc en fait, c'est continuer dans ce sens-là, sur des sujets typiquement autour de la modélisation de données. On continue avec les sujets d'intelligence artificielle, notamment sur les sujets autour de la fraude et de la lutte contre le blanchiment. Donc ça, c'est un petit peu nos enjeux. Et alors, il y avait une dernière question pour vous, justement, encore Olivier Jean. Sur quels axes vous avez pu prendre des décisions plus rapides, efficaces, avec l'analyse des données transférées ? Typiquement, et archivé. Alors, typiquement sur crise Covid, on l'a tous vécu là sur 2020 en fait. Le fait d'avoir des informations fiables et je dirais standardisées avec des process nous a permis en fait de regarder très rapidement comment les comportements clients avaient évolué. Typiquement, on a deux gros drivers chez nous. Ça va être les ouvertures de comptes et ensuite après les volumes de paiement. Et donc là-dessus, on a pu regarder de manière très très rapide, à la semaine, très rapidement quelles étaient les variations. Faire très rapidement simuler les impacts que ça allait avoir sur l'année, et ensuite après se réorienter, déjà confirmer notre stratégie ou pas. Donc là pour le coup on a décidé de continuer sur la stratégie qu'on s'était fixée. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas ralenti sur les projets, on n'a pas ralenti sur notre déploiement international, on n'a pas ralenti sur les sujets qu'on était en train de construire avec ACA, parce que on était serein que finalement l'impact pour nous, et on l'a vu très rapidement, était finalement assez limité, et en tout cas ne remettait pas en cause la pérennité de Nickel dans le long terme. Patrice Calfon, vous vouliez ajouter un mot à ce que vient de dire Olivier? Oui, je pense que je voudrais relancer le sujet de la rigueur, de la piste d'audit et de la traçabilité. Je pense que ce sont les maîtres mots de demain. Je pense que c'est aussi des facteurs clés de différenciation. Et je pense que c'est vraiment un attendu, j'allais dire, pour le directeur financier, de pouvoir justifier au plus près ses chiffres et sa vision du futur. Eh bien, le futur, il vous appartient, Jean-Baptiste Auzou, avec ACA. En tout cas, je vous laisse le mot de la fin pour conclure ce direct et cette émission. Je remercie quand même avant celles et ceux qui nous ont posé des questions sur le chat. Jean-Baptiste. On va reprendre un peu les éléments qui ont été évoqués pour conclure. Patrice l'a évoqué, règles de traduction, génération des données financières, contrôle de ces données financières, traçabilité, auditabilité de la donnée et de la règle qui a permis de faire la donnée. C'est le cœur du métier d'ACA.
Donc on est vraiment positionné sur des solutions d'automatisation des process comptables et financiers, et c'est déjà opérationnel. Ceci dit, les marchés, ils évoluent très vite, comme on l'a vu. Ouais. Ils évoluent très vite dans des contextes incertains. Patrice et Olivier l'ont évoqué, parce qu'on évoque la crise actuelle, mais il y en a d'autres. On le voit, je pense que Nickel est un bon exemple de néobanque qui est venu disrupter quelque part le marché de la banque. Donc il faut toujours être vigilant sur les nouveaux entrants d'un marché, et donc avoir des données de qualité et pouvoir les analyser, c'est toujours très important. Pour ça, il faut disposer de solutions fiables, performantes, qui permettent des modélisations, ou qui même pour nous vont devoir anticiper des modélisations pour prendre les bonnes décisions. Je prendrai juste un exemple, on se les applique à nous-mêmes, ces éléments-là. Patrice et Olivier ont évoqué le mode SaaS, c'est-à-dire le mode hébergé. Aujourd'hui, nous, ça fait 4 ans qu'on a basculé nos solutions en SaaS pour répondre aux besoins des clients, d'accélération, on n'a pas le droit aux anglicismes, mais du time to market quand même. Gage aussi. Gage aussi, comme c'est solidaire. Et donc ce time to market est hyper important, et donc tout à fait. Et donc, on montre là avec nos clients qu'on est capable de répondre à ces enjeux-là. On anticipe ces évolutions par un travail de recherche et d'innovation. Ça s'applique aux éléments comptables et financiers qu'on évoquait. Ça s'applique aussi énormément à la trésorerie. J'y reviendrai parce que Patrice l'a évoqué, le risque de liquidité est aujourd'hui énorme. Ouais. Et donc on propose des solutions de modélisation de trésorerie moyen, long terme. Le court terme, on l'a déjà, il est là, et le moyen long terme est également hyper important. Je finirai en disant que on ne peut pas traiter seul ces sujets. J'allais dire, l'avenir ne nous appartient pas, il nous appartient à tous, parce que c'est un écosystème qui permet de répondre à ça, des clients qui ont des enjeux de développement, de déploiement à l'international ou sur certains marchés, des conseils et des stratèges financiers qui apportent leurs compétences de modélisation, qui apportent leurs compétences métiers, et des éditeurs pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. Et c'est grâce à cet écosystème qu'on est capable de répondre ensemble au sujet. Merci beaucoup Jean-Baptiste Auzou pour ACA, Patrice Calfon pour Elis Alliance et Olivier Jean pour Nickel. Vous avez été rigoureux sans être rigide pendant ce direct. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver, si vous le voulez, cette émission en replay sur la chaîne YouTube ACA. Merci aux équipes techniques. On vous souhaite une belle année 2021 et on compte sur vous pour être présent au prochain rendez-vous. À bientôt.